Alors pour conclure sur ces listes doublement chaînées, donc on a vu en fait que pour l'instant on n'a pas vraiment gagné en ordre de grandeur de complexité sur toutes les opérations qu'on a listées, à savoir ajouter au début, à la fin, supprimer en gardant l'ordre, etc. par rapport à une liste simplement chaînée. Mais par contre, on va profiter du chaînage dans les deux sens, donc du double chaînage, pour revenir sur notre problème initial, celui qui avait en fait conduit dans le chapitre précédent à la définition des listes chaînées, parce que les tableaux partiellement remplis ne convenaient pas à notre usage. Donc on voulait en fait écrire un programme principal qui demande à l'utilisateur de saisir au clavier des entiers positifs et qui s'arrête dès que l'utilisateur saisit un entier strictement négatif et qui affiche tous les entiers positifs tapés au clavier. Donc comme on doit afficher tous les entiers à la fin, ça veut dire qu'on doit les stocker dans une structure de données au fur et à mesure qu'ils sont saisis au clavier. Et comme la condition d'arrêt dépend de ce que l'utilisateur va taper, eh bien on ne sait pas à l'avance combien d'entiers on va devoir stocker. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une liste qui convient bien mieux que le tableau quand on ne sait pas à l'avance le nombre d'éléments qu'on va devoir stocker. Donc, rappelez-vous ce qu'on avait vu comme exemple d'exécution voulue, c'est-à-dire que si l'utilisateur me donne 34 au clavier, puis 8, puis 10, puis moins 3 est négatif, donc ça doit interrompre la boucle, et je dois afficher 34 et 8, 10, donc dans l'ordre d'exécution. Donc voilà ce qu'on avait fait avec une liste simplement chaînée. Donc on voulait absolument avoir une complexité qui était linéaire. Et pour ça, donc évidemment, on crée notre liste, on demandait les saisies clavier, mais donc pour avoir une complexité linéaire, eh bien à chaque fois on ajoutait la valeur en début. Parce que si on ajoute à chaque fois la valeur en fin, ça nous coûte un temps linéaire, répéter un nombre linéaire de fois, ça nous aurait fait une complexité quadratique. Donc pour gagner en complexité, on ajoute au début, mais du coup, quand on a fini les saisies clavier, certes, toutes les valeurs sont stockées dans notre liste, mais elles sont stockées en ordre inverse de ce qui a été saisi, puisque le dernier entier qui a été saisi, c'est celui que j'ai ajouté au tout début de ma liste comme dernière opération. Donc, on avait vu, heureusement, qu'on pouvait quand même le faire en temps linéaire, parce qu'on pouvait renverser la liste simplement enchaînée en temps linéaire, on a vu ça en TD, et ensuite, on pouvait donc afficher la liste dans l'ordre. On avait une tentative en fait d'afficher notre liste à l'envers, donc sans avoir besoin de la renverser, mais bien sûr, on avait vu qu'on ne peut pas faire ça avec une liste simplement enchaînée, puisqu'une fois qu'on est arrivé au dernier maillon, on ne peut pas remonter de droite à gauche. Et donc là, comme on a une liste doublement enchaînée, eh bien, ça va être possible. Donc là, j'ai plus besoin de renverser ma liste, je garde le même début, sauf que je crée une liste doublement enchaînée. Donc à chaque étape, j'ajoute mon entier au début de ma liste doublement enchaînée. Donc mes entiers sont stockés dans l'ordre inverse de l'ordre dans lequel ils ont été saisis au clavier. Et donc je peux afficher à l'envers ma liste doublement enchaînée. Et on peut faire ça en temps linéaire et on va le faire juste après. Ici. Donc, alors c'est une procédure, une fonction qui renvoie rien, qui s'appelle afficher à l'envers, qui prend en argument une liste doublement enchaînée. Donc, si la liste n'est pas vide, je vais faire mon parcours de liste avec mon maillon court comme d'habitude initialisé à li.début et donc je veux arriver au dernier maillon. Attention, je ne veux pas dépasser le dernier maillon parce que mon but justement c'est d'aller pile sur le dernier maillon pour pouvoir afficher sa data et remonter au maillon précédent. Donc, ma condition d'arrêt du tant que, c'est pas tant que adresse maillon court différente de -1, c'est tant que je ne suis pas sur le dernier maillon. Donc tant que le suivant du maillon court n'est pas -1. Je vais au suivant. Donc là, grâce à cette condition d'arrêt ici, je suis pile sur le dernier maillon. Et donc, je vais remonter dans l'autre sens. Donc là, je fais un parcours dans l'autre sens. À chaque fois, j'affiche la donnée qui est dans mon maillon court. Donc le premier truc que je vais afficher, c'est ce qu'il y avait dans le dernier maillon. Et à chaque étape, je remonte au maillon précédent. Alors ceci, c'est presque juste, mais en fait, on a vu que c'était pas toujours très prudent de remonter jusqu'au premier maillon en détectant quand est-ce que le précédent allait être égal à -1. Donc en fait, c'est ce qui arrive ici, un petit peu en retardement. Parce que on peut avoir fait un appel sur une fonction qui est en fait une queue de liste. Et dans ce cas-là, on a vu qu'on n'avait pas écrasé le champ précédent du premier maillon. Donc il vaut mieux en fait vérifier si on est revenu à notre premier maillon en comparant avec l'adresse de début de liste.
Donc il vaut mieux modifier un petit peu notre condition du deuxième tant que. Donc maintenant je vais tester, en fait je vais continuer à remonter dans ma liste tant que le maillon en cours n'est pas le premier, c'est-à-dire tant que l'adresse du maillon en cours n'est pas égale à li.début, donc tant que l'adresse du maillon en cours n'est pas égale à l'adresse de mon premier maillon. Alors attention, quand je fais ça, il y a un risque que je passe pas du tout dans le tant que. Ça arriverait dans le cas où mon adresse de maillon en cours avant de rentrer dans le tant que est déjà égale à mon adresse de début de liste. Alors est-ce que ça peut arriver? Rappelez-vous que une fois que je suis sortie du premier tant que, je suis pile sur le dernier maillon. Et il se peut que le dernier maillon ce soit aussi égal à mon premier maillon, tout simplement. Si la liste n'a qu'un seul maillon, et ben, le seul maillon c'est à la fois le premier et le dernier. Et donc du coup il faut quand même que je pense à afficher sa data. Donc c'est pour ça que j'ai sorti le print adresse maillon en cours.data ici, pour être sûr d'afficher la data du dernier maillon, même s'il est aussi le premier maillon. Donc une fois que j'ai affiché la data du dernier maillon, eh bien je regarde si mon maillon en cours n'est pas le premier maillon, eh bien ça veut dire qu'il a un maillon précédent en particulier. Donc je vais au maillon précédent et j'affiche sa data. Et je reteste, est-ce que mon nouveau maillon en cours est le premier maillon? Si ce n'est pas le cas, il a un maillon précédent, donc j'y vais et j'affiche, etc. Et au bout d'un moment, eh bien, la dernière data que je vais écrire, ce sera celle du premier maillon, et donc je m'arrête. Alors, donc on a fini sur la liste doublement chaînée. Et maintenant, on va prendre quelques minutes pour parler des listes doublement chaînées circulaires. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un troisième type de liste, encore plus sophistiqué que les listes doublement chaînées, mais avec au final pas beaucoup de différence. Qu'est-ce que c'est? Voici un dessin d'une liste doublement chaînée circulaire. Donc, on voit que ceci et tout ça, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait pour les listes doublement chaînées. Mais l'idée, c'est que quand j'arrive à la fin de ma liste, donc sur le dernier maillon, eh bien le champ suivant n'est pas l'adresse fictive -1. Alors si je veux avancer encore d'un cran, eh bien hop, je reboucle en fait sur le premier maillon de ma liste. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle est circulaire, parce qu'en fait si on continue à avancer, eh ben, on tourne en rond, tout simplement. Et donc par cohérence, par symétrie avec le fait que le dernier maillon considère comme suivant le premier maillon, eh bien le premier maillon considère que son maillon précédent, c'est-à-dire comme si je me décalais à gauche, mais comme j'ai fini, hop, je reboucle, et donc le maillon qui précède le premier, c'est en fait le dernier. Donc on ne va pas détailler dans le cours en fait tous les algorithmes sur les listes doublement chaînées circulaires. On pourrait refaire donc le même catalogue qu'on a vu pour les structures de données précédentes, à savoir ajouter en début, ajouter en fin, etc. Mais on fera ça plutôt en TD. Ce qui est en fait très important à comprendre sur une liste doublement chaînée circulaire, c'est qu'on va pouvoir gagner en complexité dans les cas où on avait besoin précédemment de payer un parcours de liste, c'est-à-dire un temps linéaire pour accéder au dernier maillon. Là, si je veux accéder au dernier maillon d'une liste doublement chaînée circulaire, eh bien ça me prend très peu de temps puisque je vais au premier maillon et là, je vois directement dans le champ prec l'adresse du dernier maillon. Donc je peux y aller, hop. Donc là, en fait, en deux sauts, en suivant deux liens, je suis arrivée sur mon dernier maillon. Et donc ça va nous permettre d'économiser vraiment pas mal en complexité et notamment, on va pouvoir ajouter un maillon à la fin de notre liste, tout simplement en temps constant. Voilà, et ceci conclut notre chapitre sur les variantes des listes chaînées, à savoir les listes doublement chaînées et les listes doublement chaînées circulaires.